bonjour à toutes et à tous. Je vais donc démarrer cette intervention. On est parti pour un petit moment ensemble. Alors, il y a un piège, c'est que sur le programme, il est annoncé que je vais vous parler de robots et de jeux vidéo, et en fait, c'est un traquenard. Je vais vous parler de robots et de jeux vidéo d'horreur. Alors, je vous rassure, pour les âmes sensibles, j'ai soigneusement sélectionné mes images pour ne faire fuir personne. Mais voilà, la question qui nous amène ici, elle est derrière moi, c'est peut-on, à juste titre, utiliser des robots pour essayer de faire peur dans les jeux vidéo? Et vous allez voir que ma réponse, je vous la donne tout de suite, je spoil la fin, ma réponse est plutôt non. Mais ce qui va m'intéresser, c'est pas tant la question que les réponses qu'on peut amener à ça et le pourquoi du comment. Et l'idée, ça a été d'interroger pas forcément l'idée de faire peur, en tout cas au sens premier, parce que oui, on peut faire peur avec des robots, d'accord. Mais la question, c'est est-ce que les robots auraient leur place dans quelque chose qui toucherait vraiment à l'horreur à proprement parler? Et c'est là où je vais être plus nuancé et je vais essayer de vous proposer plusieurs pistes pour vous montrer à quel point cette question peut se réfléchir, peut se travailler, et les robots peuvent amener quelque chose de singulier ou n'arrivent pas à amener précisément quelque chose qui soit vraiment très pertinent par rapport à l'horreur à proprement parler. Donc du coup, il va falloir que je vous explique un tout petit peu quand même pourquoi les robots ne pourraient pas fonctionner sur l'horreur. Mais je vais quand même répondre un tout petit peu à une partie du contrat qui m'a été confié de parler de robots et de jeux vidéo, en essayant de vous proposer quelques pistes sur de quelle manière on va retrouver des robots dans les jeux vidéo. Et la question peut paraître assez anodine dans le sens où, bien évidemment, pour peu qu'on ait un tout petit peu joué des robots dans les jeux vidéo, on a des tonnes d'idées, d'exemples qui nous viennent en tête parce qu'ils sont partout. On a véritablement des robots dans tout type de jeu, c'est ce que j'ai essayé de vous illustrer ici. Donc on va croiser des robots qui vont recouper différents types de représentations, différentes iconographies dans différents styles, avec des choses plus ou moins enfantines, des choses beaucoup plus sérieuses, adressées à un public prétendument adulte. On va en retrouver aussi dans tout type de jeu au niveau vraiment du jeu en tant que tel, du gameplay, donc de ce qu'il y a à faire dans ces jeux. Et dans les exemples que vous avez derrière moi, on a aussi bien des jeux d'aventure que des jeux d'énigmes et de puzzles, que des jeux qui sont des jeux d'action pure, ou même du jeu de stratégie. Voilà, c'est quelques exemples parmi des... J'ai dû faire des choix parce que j'aurais pu passer toute l'après-midi à vous présenter des jeux vidéo avec des robots. Ça, c'est pas forcément le problème. Donc voilà, ces jeux, ce motif, le motif que ça soit, alors, robot au sens très large. Je vais vous parler aussi bien de robots que d'androïdes que de cyborgs. Alors il y aurait des tonnes de précisions à donner sur la question, mais c'est pas forcément dans ce terrain-là que je vais m'engager. On va essayer de trouver un peu le fil conducteur entre tout ça. En tout cas, ces motifs, ces représentations vont vraiment occuper énormément le domaine du jeu vidéo, et ça pour de multiples raisons assez pratiques. Et comme vous allez le voir, c'est que ce qui va m'intéresser dans cette thématique du robot, et ce qui fait que je vais l'amener sur le terrain de l'horreur en essayant de vous montrer en tout cas qu'il y a quelque chose qui coince, c'est que un des liens forts entre l'horreur et le robot, c'est le corps, et la manière dont on va représenter les corps. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que le robot pose beaucoup de questions, mais ne va pas forcément poser les questions qui vont intéresser l'horreur. Et même s'ils peuvent permettre toutes les fantaisies, que ce soit, comme je l'ai montré, narrative ou, comme je l'ai esquissé plutôt, on va rester modeste, ou que ce soit des fantaisies d'un point de vue ludique, on est face à un motif qui est très polyvalent, mais pas complètement. Et donc voilà, la distinction intéressante, c'est que il va manquer une dimension très forte au robot, qui est celle qui va vraiment être le levier qui va permettre de glisser simplement de l'épouvante à l'horreur, à savoir les viscères, la chair, la tripe. Tout ça, c'est quelque chose qui va manquer au robot, et que malgré tout, certains types de représentations vont essayer ils vont essayer de trouver des biais. Vous allez voir que je vais essayer d'aller vers 3 exemples en particulier qui vont essayer de trouver des biais pour malgré tout parler, essayer de toucher cette même corde sensible de ce qui est propre à l'horreur, à savoir le dégoûtant. Voilà le programme. Donc, pour démarrer cette proposition, on va faire quand même un petit point sur ce que permettent de faire les robots en tant que ce que j'appelais machines à jouer. C'est des machines qui ont un très grand avantage, c'est qu'elles permettent de tout faire, je l'ai dit. Elles sont dans l'imaginaire, parce qu'on est dans
depuis ce matin, on parle notamment de robotique vraiment au sens très scientifique du terme et très pragmatique du terme. Là, moi, je vais vous parler de robots au sens le plus fantasmé du terme. On est sur voilà, des machines avec très généralement... Enfin, toujours, on va le voir, mais en tout cas anthropomorphe, et c'est vraiment ce qu'on peut imaginer, c'est les exemples que vous avez derrière vous, comme étant un robot dans un univers, généralement, de science-fiction. Et toutes ces figures, elles ont un très gros avantage, c'est qu'elles s'adaptent parfaitement aux besoins du jeu vidéo. C'est l'outil parfait par rapport à plein de types de représentations dans les jeux vidéo. Le robot, c'est l'outil, c'est le couteau suisse. C'est-à-dire que le robot, il va pouvoir être à la fois répondre à un impératif d'action, ça va être une cible, et ça tombe bien parce que dans les premiers temps du jeu vidéo, une des mécaniques de base pour faire jouer, c'est de faire combattre. Voilà, alors ça, je ne vais pas vous faire toute une théorie de game design, mais une des fonctions de base de l'adversaire, c'est de pouvoir lui taper sur la tête, et le robot remplit, au même titre que l'alien ou que le zombie, il remplit très très bien cette fonction. Et donc le robot a cet avantage-là, d'être une machine qui est généralement une machine de guerre. Que l'on soit du côté de l'adversaire, d'ailleurs c'est ce que j'évoquais, mais comme de la même manière quand on est du côté du personnage que l'on va pouvoir jouer. Et on retrouve des figures très très vite dans l'industrie du jeu vidéo qui vont être inspirées par les grandes figures du cinéma, d'action, pour prendre deux exemples qu'on va retrouver très vite dans le jeu vidéo, Robocop et Terminator. Voilà, on va se retrouver dans un cas à jouer le personnage comme Robocop. Vous avez des séries de jeux Robocop qui sont... D'ailleurs, ça revient à la mode, il y a un jeu Robocop qui a été annoncé récemment, donc comme quoi c'est un filon qui marche toujours. Et Terminator, on va plutôt se retrouver du côté de l'adversaire du Terminator, mais voilà, c'est une figure qui très vite va s'imposer. Alors, il y a également beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur les liens entre l'industrie du cinéma et pourquoi ce type de figure se retrouve très vite dans le jeu vidéo. Ça, c'est encore un autre problème. Mais en tout cas, voilà, les robots ont une fréquence d'apparition très élevée parce qu'ils permettent d'être l'ennemi parfait et ça peut être, et là c'est également intéressant du point de vue des créateurs, ça peut être aussi bien une créature qui vise la perfection, le Terminator par exemple, qu'une créature qui a un simple tas de ferraille, un tas de boulons. On avait l'exemple du... Je reviens un tout petit peu en arrière. Hop, je spoil. C'est terrible. Hop, on avait l'exemple par exemple du petit robot de Machinarium qui a un jeu de puzzle dans lequel tous les robots sont plus ou moins des tas de boulons. Et ça va être aussi bien ça que l'exemple que vous avez à côté de Vanquish, d'un personnage dans une sorte d'exosquelette qui va être extrêmement évolué, extrêmement perfectionné. Et d'un point de vue de la création, ça permet d'amener à peu près tout ce qu'on veut comme motif, tout ce qu'on veut comme représentation. Donc ça, c'est le deuxième intérêt de ce couteau suisse, c'est que ça donne une très grande liberté créative aux designers, de la même manière que les univers dans lesquels apparaissent ces créatures, les univers de science-fiction, apportent une très grande liberté aux concepteurs des jeux, aux auteurs qui vont travailler sur les univers qu'ils vont devoir créer pour faire apparaître ces robots. Donc on a quelque chose, un champ extrêmement large qui s'ouvre, et un champ qui est d'autant plus large que les créateurs de jeux vidéo vont bien évidemment s'appuyer, j'ai évoqué Robocop ou Terminator, ils vont bien évidemment s'appuyer sur des créations qui proviennent d'autres univers pop culturels ou littéraires ou autres, que ce soit le cinéma bien évidemment, la bande dessinée, les animés, voilà, il y a énormément de choses selon le pays où ont été créés ces robots, il y a énormément de choses qui peuvent être empruntées à plein de domaines différents. Et on va se retrouver avec des créatures qui vont prendre la forme simplement de créatures anthropomorphes, ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais on va aussi avoir des mechas, là on bascule du côté plutôt des robots qui nous viennent du Japon, des mechas qui vont avoir des formes plutôt zoomorphes. On va avoir parfois aussi, comme je l'évoquais, le simple tas de boulons. Alors Machinarium, c'était le petit robot mignon, voilà, qui ressemble à un baril avec 3 vis dessus. Et on va avoir aussi parfois des machines qui ressemblent plutôt à des machines industrielles, ce que moi je qualifie de tas de boulons, n'étant pas très très calé dans le domaine. Mais voilà, en tout cas, on a une créature qui se prête à toutes les formes, qui se prête à tous les enjeux ludiques, et qui va en plus avoir un très gros avantage d'un point de vue des problématiques de représentation dans le jeu vidéo, c'est que on n'est pas obligé de répondre à la moindre logique anatomique. Un robot, si on a envie que d'un coup son bras il passe de 1 mètre à 3 mètres, on peut le faire, c'est un robot. Est-ce qu'on a besoin d'une logique pour expliquer ça? C'est pas nécessaire, ça va dépendre de l'univers du jeu, mais très souvent, en tout cas quand on réfléchit à un certain nombre de jeux vidéo que je vais évoquer par la suite, qui jouent sur ce type de représentation, le robot est absolument parfait et peut prendre toutes les fonctions, j'en viens aux images suivantes,
toutes les fonctions d'un point de vue strictement ludique. J'évoquais ce côté couteau suisse, j'y reviens. Le robot, ou le robot, encore une fois au sens très large, il nous permet d'avoir toutes les possibilités de gameplay, toutes les possibilités ludiques que l'on souhaite. C'est-à-dire que si on a besoin, j'ai évoqué le bras qui se rallonge, d'un personnage comme dans Bionic Commando, un personnage dont le bras va servir littéralement de grappin, eh bien on ne se pose pas la question de savoir si c'est plausible ou non. C'est un robot, on est dans le futur, ça marche, son bras s'étend, il atteint les plateformes, ça lui permet de se déplacer de cette manière-là. Et que ça soit dans la version, c'est un jeu qui est relativement ancien, mais il y a une version plus actuelle, on a simplement pris la même mécanique, la même approche de bras grappin, et ça a été mis au goût du jour d'un point de vue visuel, mais finalement, on a la même propriété sur ce robot, la même faculté, et ça permet de résoudre les mêmes problématiques de game design pour avancer d'espace en espace avec ce bras et combattre avec. Donc, quand je parlais de couteau suisse, c'est littéralement ça. C'est-à-dire qu'on a un corps qui se déploie, qui se transforme, et qui peut aussi bien devenir voilà, un outil qu'une arme qui va nous permettre de nous défendre, ou au contraire qui va nous attaquer, que se transformer en une plateforme qui va s'ouvrir sur laquelle on va pouvoir grimper. Que l'on considère le cas du robot en tant que personnage, joueur, ou en tant que créature contre laquelle on doit se battre, eh bien, dans les deux cas, on a une créature qui est multifonction, qui fait absolument tout ce que l'on veut. Donc, cette thématique du robot, elle recoupe littéralement le principe même du design, c'est-à-dire qu'on associe forme et fonction. C'est, à mon avis, une des justifications qui fait que ce robot, en dehors de l'attrait des développeurs pour les univers de science-fiction et leur bagage culturel lié au cinéma, à la littérature de l'SF, c'est aussi un objet extrêmement pratique, parce que l'alien permet beaucoup de choses, notamment en tant qu'antagoniste, mais finalement le robot est beaucoup plus pratique en tant que machine, qu'on peut composer et assembler comme on veut. Il est beaucoup plus pratique qu'un simple alien, ou bon, le zombie, lui, clairement, il renvoie à plein de fonctions ludiques, mais bon, on voit très bien, très vite, que cette représentation elle est beaucoup plus limitée au niveau de ce que l'on peut faire avec d'un point de vue du jeu vidéo, d'un point de vue ludique. Donc je vous le disais, est-ce que la boucle tourne? Oui, elle tourne, formidable. Le robot a cet avantage d'avoir un certain nombre de fonctions qui vont pouvoir être développées par les game designers de manière de plus en plus approfondie à mesure que les avancées technologiques le permettent. Je vous ai montré Bionic Commando, bon là on monte dans les années 80. Quand on arrive dans les années 2010 avec la série par exemple Deus Ex, ou un jeu beaucoup plus récent qui est sorti cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, cette année oui, Cyberpunk 2077, on est sur des jeux qui proposent une iconographie qui va exploiter complètement cette notion-là, parce qu'on va pouvoir aller dans quelque chose de beaucoup plus fin encore, avec l'idée de corps qui vont pouvoir s'adapter, qui vont ouvrir des tonnes de possibilités ludiques. On va pouvoir jouer, c'est ce que vous voyez avec les augmentations, ce qui est indiqué, ça c'est extrait de Deus Ex, Human Revolution, le deuxième, Mankind Divided, où vous avez toutes les possibilités d'augmentation du corps. Donc on est sur un jeu qui utilise les thématiques cyberpunk et qui va jouer sur toute cette utilisation des différentes parties du corps humain, en tout cas du corps humain revisité d'un point de vue de la cybernétique et de tout le discours cyberpunk. Et ce corps va pouvoir être modifiable partie par partie en kit. Et ça, c'est un des grands avantages du robot également, c'est que si on veut changer juste une partie, on peut le faire. Il y a un très bon SAV, c'est pratique. Donc c'est vraiment un des gros avantages. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on va pouvoir... Alors, il y aura toujours des esprits chagrins pour me dire, mais si, il y a des RPG, des jeux de rôle, où on peut, de la même manière, modifier telle ou telle partie du corps de son personnage, joueur ou de son avatar. Il y a toujours des solutions. Mais le robot est vraiment l'exemple caractéristique qui permet de faire ce genre de choses et qui permet de donner une vision, et ça va être là mon point vraiment, par rapport à la transformation du corps, une vision vraiment positive d'un corps modifiable, d'un corps... Alors, même si, bien évidemment, certains jeux peuvent développer tout un discours critique, c'est le cas dans la série Deus Ex, autour des modifications corporelles, autour de l'agencement du corps, toutes les thématiques qui sont inhérentes au cyberpunk et au transhumanisme. Ce sont il y a des problématiques qui sont soulevées, mais malgré tout, ce qui nous est montré, en tout cas dans cyberpunk, en tant que personnage joueur, donc c'est le personnage que vous voyez, la petite boucle vidéo, c'est le personnage principal que vous pouvez prendre en main. Il a beau avoir des états d'âme et se dire qu'il voulait pas être une machine, d'après le scénario, en tant que joueur, on est très très content qu'il puisse faire tout ce qu'il fait. Et on nous donne une vision d'un corps machine
qui est très positive, où on est devenu une machine implacable, capable de courir extrêmement vite, de bondir la hauteur de 3 étages d'un immeuble et de devenir invisible quand on en a besoin. Donc il y a une vision très valorisée et très positive du corps robotique et du robot en général qui est donné par ce type de jeu. Et quand bien même on est face à des personnages qui sont des antagonistes ou des ennemis, ces machines elles sont très efficaces, elles sont très... c'est rare, c'est le cas dans certains jeux, comme dans Nier Automata où on a des robots défaillants, mais la plupart du temps quand on nous montre des robots, c'est pour nous montrer à quel point ils sont perfectionnés et ils sont des objets qui deviennent littéralement des figures... Voilà, des figures extrêmement positives, des représentations presque super-héroïques. Là, on a 2 cas qui sont très espacés dans le temps. Hein. On a Megaman et le personnage de Raiden qu'on retrouve dans la série Metal Gear, où on a, quand bien même, encore une fois, dans le cas de Raiden, ce personnage a des états d'âme et se plaint de l'état dans lequel il se trouve, de sa condition. Nous, en tant que joueurs, on est extrêmement content qu'il soit hyper rapide, hyper agile, qu'il puisse bondir dans tous les sens. Donc on a vraiment une vision du réagencement du corps, de la réorganisation qui est extrêmement valorisée et qui ne pourrait pas fonctionner si ces créatures étaient faites d'autre chose que de métal. C'est-à-dire, imaginez Cyberpunk, l'image qu'on avait tout à l'heure avec ce corps qui se déboîte, qui se désemboîte, si vous enlevez le métal, si vous restez à l'état brut de la chair, ben là on glisse chez Clive Barker, on n'est plus du tout dans le même univers. Si on a des corps sur lesquels on peut interchanger les bras, mais qu'on oublie que ce sont des prothèses en métal, ou en fibre de verre, ou en ce que vous voulez, on change complètement de registre. Et c'est justement là-dessus que pour moi il y a quelque chose d'intéressant avec le robot et qui fait que le robot va avoir du mal à nous amener du côté de l'horreur, c'est que certes les corps qui nous sont montrés sous toutes leurs formes, l'iconographie est hyper riche, par contre on a des corps qui sont toujours globalement, il y a toujours des contre-exemples encore une fois, mais globalement des corps très propres, des corps qui peuvent se changer, où il y a un SAV, tout va bien. C'est le cas en Cyberpunk, on peut aller chez le docteur qui nous répare comme si on était une voiture, voilà, tout va bien. On va au garage, littéralement. Il y a les mêmes séquences dans Deus Ex, même si on nous présente des contre-coups de ces modifications, il y a toujours un discours autour du fait de devoir prendre des médicaments pour accepter les greffes, etc. On est dans des problématiques très concrètes. En attendant, on a un corps qui est rutilant. Et ça, c'est bien le problème, c'est que c'est pas le cas dans l'horreur. Et c'est justement là qu'on va glisser avec quelques exemples autour du comment est représenté le corps dans l'horreur. J'étais très sympa au niveau des images, hein, on reste assez flou, parce que vous n'êtes pas venu pour ça à la base. Et le point commun entre ce que va nous proposer l'horreur, les jeux vidéo d'horreur en général, et ce qu'on a vu avec la robotique, c'est justement ce travail d'expérimentation formelle. Le jeu vidéo d'horreur a ça intéressant, et c'est pour ça que moi, c'est un domaine qui me passionne, c'est que c'est un véritable laboratoire de forme. Pour créer des sensations les plus fortes possibles, les plus puissantes possibles, alors des sensations, des émotions qui sont, enfin surtout des émotions qui sont négatives, on a quand même une volonté de créer quelque chose de désagréable en étant le plus inventif, le plus créatif possible. Et c'est là-dessus que le jeu vidéo d'horreur rejoint les jeux vidéo de science-fiction qui vont exploiter la thématique de la robotique. Dans le jeu vidéo d'horreur, je vais vous expliquer un tout petit peu les règles de base de comment fonctionne un jeu vidéo d'horreur pour que vous puissiez un peu comprendre le cadre, mais on va avoir une volonté d'aller, parce que c'est un des ressorts qui est essentiel, vers une iconographie corporelle qui est vraiment extrême. Et finalement, ce qui est assez drôle, c'est que ce côté extrême est vraiment très dérangeant. C'est ni plus ni moins exactement le même que celui qu'on va vous proposer du côté de la robotique, mais sans les jointures propres et l'alliage chromé qui brille. C'est à peu près l'idée. Donc, pour revenir à cette iconographie, on a une iconographie qui va jouer donc, sur des représentations corporelles extrêmes et qui vont toucher à la tératologie. Alors, je continue, je reviendrai un peu là-dessus après, mais la tératologie, c'est la science du monstrueux. La science des monstres, c'est littéralement une science qui a été véritablement fondée au XIXe siècle par Geoffroy Saint-Hilaire, et qui est une démarche conceptuelle et médicale qui consistait à essayer de sortir les monstres de l'imaginaire pur et de partir du principe qu'il y a des monstres humains, mais qui cherchaient à enlever l'aspect péjoratif et négatif qu'il pouvait avoir accolé à l'idée de monstre,
et qui a cherché à comprendre comment se produisaient ces aléas, comment se produisaient ces variations. Et ça, c'est un des points qui est très important avec la tératologie, c'est que c'est l'observation des variations du corps humain, comment le corps, de la plus petite déviation qu'on peut voir apparaître dans la formation de l'embryon, jusqu'à des déviations absolument dramatiques et qui vont empêcher les corps de survivre, les êtres de survivre. Voilà. Cette science va essayer de s'interroger à comment tout cela se produit et va surtout classer tout ça. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire et ensuite son fils Isidore Geoffroy Saint-Hilaire vont faire toute une catégorisation du moindre petit élément problématique anatomique à ce qui peut se produire de plus extrême, avec un tableau très ordonné, toute une série de catégories de transformation du corps, de manquements dans le corps, et va réfléchir, et c'est ça qui va nous intéresser aussi dans notre différence entre le corps robotisé et le corps monstrueux, va réfléchir à tout ce qui fait une défaillance au sens vraiment fonctionnel. Qu'est-ce qui fait que le corps ne fonctionne pas? Et ces défaillances, d'un point de vue de la forme, vont se manifester généralement par des absences. Et ça va être ça le point aussi de grande différence entre la représentation de corps de robots, où on va toujours avoir plus. Je vous parlais de couteau suisse, mais c'est, encore une fois, j'y reviens, c'est un corps dont on va pouvoir déplier un nouveau bras, un nouvel élément, il y a une arme qui va s'ouvrir, on a Robocop avec la cuisse qui s'ouvre et le pistolet qui en sort, etc. Et on a des choses en plus. Les corps monstrueux sont généralement des corps qui ont des choses en moins. C'est pas une règle absolue, mais ce sont des corps à qui il va manquer des organes, à qui il va y avoir des ouvertures, il va manquer des parties, il va avoir des éléments qui vont du coup être à jour, qui vont être montrés, qui vont être ouverts. Et cet élément-là fait qu'on est toujours face à des images de corps en voie d'effondrement. Et les jeux vidéo, c'est la petite interruption que j'ai eue tout à l'heure, les jeux vidéo d'horreur les plus extrêmes vont justement aller vers ce type d'iconographie. Ils vont beaucoup plus chercher à enlever des choses au corps pour les rendre déplaisants que rajouter des choses pour en faire des créatures extraordinaires. On est très très loin de la manière de concevoir un monstre qu'on pourrait avoir pour un dragon d'Heroic Fantasy. On va vouloir lui ajouter des choses, plus de cornes, plus de dents, plus de griffes, pour qu'il soit extrêmement impressionnant. On va plutôt chercher à jouer la carte de la soustraction, pour avoir une image de plus en plus choquante et déplaisante, et parce que c'est le propre de la tératologie, c'est de nous renvoyer à des angoisses. Alors là, pareil, on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais ça touche à la psychologie, à la psychanalyse, mais ça ouvre à des angoisses du corps, à notre rapport au corps, de manière extrêmement intime, ce que fera beaucoup moins une représentation d'un dragon dans un cadre de Heroic Fantasy, aussi impressionnant soit-il. Donc le corps monstrueux dans les jeux d'horreur renvoie à ce genre de choses, et c'est quelque chose qui va venir se mettre en place au niveau du jeu vidéo d'horreur assez vite, ne serait-ce que par rapport à l'utilisation du motif du zombie. Et dans les jeux vidéo, alors je n'ai pas pris le temps là de faire une sorte d'historique du jeu vidéo d'horreur, mais je vais vous évoquer rapidement des franchises dont vous avez peut-être entendu parler, en tout cas certaines sont pour le coup très célèbres, que ce soit Resident Evil, que ce soit Alone in the Dark, Silent Hill, ce genre de franchises. On a des noms qui évoquent tout de suite des créatures monstrueuses, extrêmement déplaisantes, et Resident Evil, qui est la série qui va vraiment marquer le grand public et devenir la première franchise très grand public d'horreur, va tout de suite convoquer le zombie, et va convoquer des créatures mutantes auxquelles ils vont pouvoir donner des configurations, des conformations de corps vraiment très déplaisantes. Et là, on est Resident Evil, le premier épisode, on est en 1996. Donc, alors ça peut paraître très récent, mais dans l'histoire du jeu vidéo, c'est pas la préhistoire, mais presque. Et ces séries vont miser sur des univers où les monstres vont être des éléments essentiels de ce qu'il va falloir y faire. Et les corps mal en point vont être un élément marquant, parce que ce sont des jeux qui proposent de jouer avec des contraintes, mais de manière extrême. C'est des jeux qui vont jouer sur la carence, sur le manque d'armement, le manque de munitions, le manque d'éléments pour se soigner, etc. Et qui vont faire qu'on va toujours être en but à quelque chose, on va toujours être gêné par quelque chose. Et la contrainte ultime dans ces jeux, c'est le monstre, qui a l'avantage de pouvoir nous contraindre physiquement. C'est un obstacle qu'il faut pouvoir dépasser, soit en l'esquivant, soit en le mettant à terre. Et c'est une contrainte psychologique, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas envie de voir en face de nous, et d'où l'aspect repoussant, et d'où la volonté de pousser les curseurs le plus loin possible pour nous proposer quelque chose qui va être extrêmement dérangeant le plus vite possible. Et on va arriver, alors, comme je l'ai dit, je n'ai pas choisi des images volontairement
volontairement pour pas faire fuir tout le monde, mais on peut arriver sur certains jeux qui peuvent être proposer des représentations extrêmement dérangeantes, qui le font à dessein, et ça fait partie, bizarrement, de la mécanique de jeu. L'iconographie a une importance. On ne pourrait pas vous faire le même effet si on vous mettait une boîte de conserve à la place. C'est justement être ça notre problème. Mais on a quand même des ponts, on a quand même des univers d'horreur qui essayent de faire intervenir des machines dans leurs scénarios, dans leurs histoires. Là, j'ai choisi par exemple 2 cas, que ce soit la série The Evil Within, qui va jouer sur une machine. Alors, il y a tout un... Je ne vais pas vous spoiler le jeu, mais il y a toute une histoire autour d'une machine qui permet de rentrer dans les pensées et dans le cerveau littéralement des gens. Et cette machine a un rôle très important dans la manière dont le récit d'horreur se construit. Où on a Amnesia Machine for Pigs, qui propose également un rapport à la machine très particulier, où la machine devient monstrueuse en s'étendant avec des réseaux de tuyaux dans tous les sens et en convoquant des créatures inquiétantes. Et finalement, ce qui va faire plus peur dans ce jeu-là, c'est presque les bruits que vont faire la machine, le côté soufflerie infernale, etc. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va avoir quand même son rôle à jouer, d'autant que dans Machine for Pig, même si c'est censé se passer dans les années 30, on a quand même, enfin, il me semble, années 20, années 30, enfin 1920-1930, on a quand même des histoires d'intelligence artificielle qui viennent se surajouter et amplifier la thématique du rapport à une machine qui pourrait être monstrueuse aussi parce qu'elle développe en termes de pensée, pour le dire très très vite. Donc voilà, on a quand même des jeux qui tentent le pont, mais donc la question, là où j'en arrive au cœur de ce que j'aimerais vous présenter, la question c'est... Moi, mon problème, c'est que les machines, comme je l'ai évoqué, en étant bien chromées, bien huilées, ne vont pas réussir à convoquer ce trouble, cette perception difficile que proposent les corps tératologiques. Et donc, à partir de là, on pourrait rayer directement le robot et se dire, bon, le robot, ok, il peut faire peur si on a un robot qui surgit, si on a un Terminator qui nous poursuit, on peut avoir peur, mais est-ce qu'on aura vraiment un effet horrifique, dans la mesure où l'horreur, c'est la combinaison à la fois, en tout cas moi c'est la définition que je propose, c'est la définition, c'est le mélange, et plus ou moins équilibré, de la peur et du dégoût. Et cette sensation de dégoût, on peut beaucoup moins facilement l'avoir avec de simples machines. C'est un peu la question qui est soulevée ici. Et ce que je vais vous proposer, c'est de passer un peu de temps avec 3 jeux qui vont justement interroger cette problématique-là. Ces 3 jeux, alors je vous vends la mèche tout de suite, ça va être Dead Space, ça va être Alien Isolation et ça va être Soma. Et je vais essayer de voir avec vous comment ces 3 jeux proposent des alternatives à cette problématique-là et finalement arrivent à quand même faire participer la machine à une présentation vraiment d'horreur et à essayer d'atteindre cette impression de dégoût. Avec Dead Space, donc, qui est mon premier exemple, on a un jeu qui se propose clairement dans un cadre de science-fiction. Ça se passe dans un futur très lointain, en 2300 et quelques, 2400 et quelques, et on est dans la peau d'un simple ingénieur, Isaac Clarke, qui est envoyé en mission pour essayer de comprendre pourquoi un vaisseau, l'Ishimura, ne répond plus. Donc le plot classique, on n'est pas très très loin d'Alien, du premier Alien de Ridley Scott, voilà, qui est une des références vraiment clairement présentées par le jeu comme étant voilà, un des éléments fondateurs aux côtés de, on va le voir, ça a son importance, The Thing de Carpenter ou Event Horizon. Voilà, on est sur des grosses références cinématographiques qui jouent également sur la science-fiction et l'horreur. Et donc, on va nous proposer d'explorer l'Ishimura pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Bon, la patatras, très vite, on se rend compte qu'on est confronté à des créatures absolument abominables, qui sont appelées dans le jeu les nécromorphes, donc qui ont littéralement la forme des morts, qui sont plus ou moins des zombies évolués, c'est-à-dire des corps recomposés. Donc déjà, en tant que tels, ils ont des conformations, donc une constitution anatomique qui est extrêmement dérangeante parce qu'elle ne renvoie pas du tout à la réalité de notre corps. Et les développeurs ont volontairement utilisé des catégories d'iconographie qui sont propres au... alors on peut même faire le bilan médical de ces pauvres monstres, et on a littéralement voilà, des catégories de la tératologie qui sont exploitées telles quelles. On a notamment des monstres célosomes, etc., c'est-à-dire qu'ils ont les organes à l'extérieur. Voilà. Il y a toute une série de catégories qu'on retrouve, et clairement, le but, et c'était le but recherché par les développeurs, c'est de toucher à l'inacceptable, de nous confronter à quelque chose qui va créer nécessairement une panique, parce qu'on nous montre des images, et on arrive dans... C'est un jeu qui date de 2008, si je ne dis pas de bêtises, qui a déjà un rendu visuel qui nous permet de bien expérimenter le fait. On n'est plus face à des gros pixels, on est face à quelque chose quand même de suffisamment fin pour nous faire expérimenter ça de près.
Et donc le jeu va jouer sur ces corps absolument répugnants. Et au-delà de ça, c'est ce qu'on voit un peu sur les images de fond, dans l'histoire du jeu se développe, comme très souvent dans ce type de jeu, l'idée que cette grande machine d'Ishimura va développer littéralement une maladie qui va se manifester dans une invasion. Et on a finalement la chair, les corps de ces monstres qui n'appartient plus uniquement à ces monstres, mais qui va envahir la machine. Et en fait, les robots, l'idée de machine, de robot, va se voir utilisée pour l'horreur en tant que substrat, presque, pour la chair. C'est-à-dire que la chair va venir remplir, envahir la navette. Et au début, on arrive dans le jeu, on a une navette qui ressemble à une navette avec un design extrêmement industriel, très sec, énormément de lignes cassées, et qui va de plus en plus devenir organique parce que la machine part complètement, à mesure qu'on avance dans les espaces de cette machine, elle part en lambeaux, elle part en miettes, elle est fractionnée. Il y a des moments où on doit aller dans le vide spatial parce qu'on a littéralement des parties de la navette qui ont explosé, et plus on va avancer, plus cette navette elle va être totalement envahie de chair. Vous voyez, c'est vraiment typiquement ce que vous avez derrière moi, et qui va venir tout recouvrir. Donc on a cette idée que la machine peut servir encore une fois de substrat, peut servir de lieu où se répand la matière organique. Et là, avec cette expansion de la matière organique, on convoque sans aucune difficulté les thèmes de l'horreur, vraiment la plus dégoûtante qui soit. Donc en plus d'avoir ces nécromorphes qui sont problématiques, et qui ne vont pas nous mettre vraiment dans une ambiance extrêmement joyeuse, on a toute cette chair qui se répand partout. Et quand j'emploie volontairement le terme chair, parce que c'est pas quelque chose qui va essayer de mimer la peau, mimer les choses. Non, on est vraiment dans ce qui se passe à l'intérieur du corps. C'est des aponevroses, c'est des tendons, c'est des viscères qui vont être utilisés comme modèle iconographique pour constituer ces espaces. Donc on est vraiment face à quelque chose d'extrêmement présent, d'extrêmement marquant. Et on a l'idée finalement que les antagonistes, les nécromorphes, se répandent intégralement dans les lieux et font disparaître le côté dur, froid et chromé de la mécanique sous des chairs tendres et vivantes. Donc voilà, ça c'est une proposition où la machine va servir pour créer de l'horreur, mais finalement elle ne sert que comme élément de base, comme contexte et comme substrat. On a une autre proposition qui va jouer complètement différemment, qui va presque jouer la carte inverse, et où on n'a plus uniquement le corps comme boîte de pétri, en fait, dans laquelle se développerait quelque chose, mais on a le cas avec ici Alien Isolation, donc vous reconnaissez le xénomorphe hérité directement de Hans Ruedi Giger, qui nous vient du premier film de la franchise Alien. On a un jeu qui a la particularité de rendre vivant la machine. Alors, on a une sorte d'équilibre, de miroir qui se fait entre le xénomorphe, qui est comme il est dit dans le tout premier film, et l'être biologique parfait, qui est presque une machine tellement il est parfait, et à l'inverse, on a des machines qui se mettent à être vivantes. Alors pour le cadre du jeu, le jeu très subtilement arrive à nous proposer une sorte de chaînon manquant entre le Alien de Scott et le Aliens de Cameron, et va nous permettre de jouer la fille de Ripley, donc dans le jeu Amanda Ripley, qui est à la recherche de sa mère et qui est à la recherche des traces du Nostromo. Donc c'est toute la période entre les jeux où Ripley dérive dans l'espace avant d'être récupéré, et là où commence le deuxième film, donc Aliens. Et on va être... C'est quasiment le même plot de départ que Dead Space. On va être appelé, on nous dit qu'il y a une trace, on a retrouvé la boîte noire du Nostromo, et il faut aller dans un endroit qui est une station spatiale qui s'appelle le Sébastopol, et donc on doit aller enquêter pour essayer de trouver. Bien évidemment, encore une fois, patatras, c'est la catastrophe, il y a un xénomorphe sur place, et tout tourne au drame. Et dans le jeu, là pour le coup on a un jeu d'horreur qui va employer les codes de ce qu'on appelle le survival horror, un jeu de survie horrifique. C'est-à-dire que c'est un jeu où on va pousser tous les curseurs de la carence au maximum. On n'a rien pour s'aider, on n'a aucune force. Ça respecte l'esprit du film, hein. C'est-à-dire que les xénomorphes, il y a assez peu de chances qu'on en arrive à bout en allant se battre directement avec lui. Donc là dans le jeu, c'est la même chose. C'est un jeu de cache-cache quasiment, où on va passer notre temps à se mettre sous des tables, à se planquer dans des armoires et à se glisser dans des tuyaux. Et c'est justement là où la machine, elle prend un sens particulier, c'est que la machine, ça devient un corps accueillant qui propose plein d'ouvertures, qui a des sas de ventilation qui s'ouvrent, qui se ferment, dans lesquels on va pouvoir se glisser, qui a des espaces qui vont pouvoir contenir notre corps, etc. Donc la machine devient presque une matrice
vivante, organique, qui fait des bruits, qui fait de la vapeur, qui fait de la fumée, qui réagit à ce qui se passe et qui va pouvoir nous accueillir pour essayer de nous sauver littéralement, là où, à l'inverse, l'alien est une machine implacable, avec une intelligence artificielle extrêmement bien programmée, alors pour le coup, il y a un travail qui a été fait par un développeur qui est remarquable, où la machine n'aura pas de routine, enfin la machine, lapsus, l'alien n'aura pas de routine et va réussir à suivre des chemins différents pour nous surprendre de manière totalement différente à chaque fois. Donc on n'est jamais à l'abri d'être surpris par l'alien, c'est vraiment extrêmement bien pensé. Et là, on a, au lieu d'avoir un jeu qui va miser sur la confrontation directe avec des choses dégoûtantes et organiques, c'est un jeu qui va, même s'il y a des passages où on va être confronté à des nids d'aliens, donc là on est à nouveau dans le dégoûtant, parce qu'on a vraiment le respect de l'esthétique du film, on va être face à une machine qui, plus on va avancer dans le jeu, plus va avoir cet aspect naturel, organique, et va convoquer plus la peur que le dégoût, mais va créer un rapport à cette machine qui est assez intriguant et qui passe notamment par le son. Les sons, la machine, je vous disais, elle fait de la fumée, elle bouge, mais surtout elle chointe, elle crisse, elle couine, elle fait des bruits tout à fait d'être vivant quasiment, et on a ce rapport très inquiétant, surtout qu'il ne faut pas être claustrophobe parce qu'on passe son temps à s'enfermer dans des trucs, un rapport très inquiétant et qui peut provoquer une certaine anxiété, une certaine angoisse, qui est aussi un des facteurs importants de l'horreur en jeu vidéo. L'enfermement, c'est vraiment la clé de voûte de l'horreur en jeu vidéo, même s'il y a des expérimentations depuis quelques années de jeux qui essayent de miser sur le fait de proposer de l'horreur dans des jeux en monde ouvert, donc c'est-à-dire avec des très, très grands espaces géographiques qu'on peut explorer. Bon, ça fonctionne jamais aussi bien que quand on est enfermé avec quelque chose avec lequel on n'a pas envie d'être enfermé. C'est le scénario même d'Alien. Donc là, voilà, on a une troisième proposition qui est d'avoir un lieu un lieu qui devient un lieu de vie, qui devient finalement une machine vivante et qui, par cet aspect, devient proprement monstrueuse, d'autant que c'est une sorte d'amas avec des orifices, avec des ouvertures, des conduits, voilà, on peut prendre toutes les métaphores corporelles qu'on veut pour expliquer ça, on est en plein là-dedans, et c'est là où, à partir du moment où on commence à avoir ce prisme, cette grille de lecture, c'est là où ce Nostromo, cette station spatiale, devient proprement monstrueuse, en plus d'être habité d'accueillir en son sein au départ un alien et puis ensuite toute une colonie avec des œufs, et à la fin vous avez une dizaine d'aliens à vos trousses et vous ne faites pas le malin. Donc voilà où on en est à peu près avec Aliens Isolation. Et autre petite parenthèse qui est très intéressante, c'est de se dire que ce jeu d'horreur n'a pas été conçu par un studio qui était habitué aux jeux d'horreur. C'est un studio qui est connu pour toute la série des jeux Total War, qui est une série de jeux de stratégie. Et je trouve ça très très pertinent dans le cadre de ce type de jeu. Je vous parlais de survie horrifique, c'est que l'alien a été programmé comme un véritable antagoniste, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un jeu où il faut avoir une stratégie sur le long terme de comment on va se déplacer pour aller d'un point A à un point B, comment on arrive à évoluer, et parfois il faut plutôt opter pour des tactiques très rapides, très efficaces de je vais me cacher dans un placard, mais il faut quand même avoir une vision de compréhension de son adversaire, ce qui est le propre des jeux de stratégie. Et là pour le coup c'est là où ce jeu en tant que jeu d'horreur est extrêmement redoutable, parce qu'on n'est pas face à une créature bête et méchante qui se contente de nous poursuivre, on est face à une créature qui cherche à nous créer des guet-apens. Donc pour le coup c'est beaucoup plus redoutable. Donc les jeux d'horreur qui jouent sur des univers de SF, il y en a eu quand même quelques-uns avant ceux que je vous ai cités. Il y a quelques grands anciens, là, comme Martian Gothic, qui est un jeu sur la première PlayStation, qui n'est pas un bon jeu, mais ça c'est pas le problème, qui est un jeu de SF horrifique, qui se passe sur Mars, comme on peut l'indiquer. On a des productions plus ou moins récentes, comme Moons of Madness, qui est un jeu qui essaie de jouer la carte de l'horreur cosmique à la Lovecraft, mais sur Mars. On va avoir des jeux comme Absolov, qui est un jeu très récent, qui est assez intéressant, qui joue la carte de la SF mélangée avec de l'horreur, mélangée avec des mythes nordiques. Donc là, c'est le grand mix, c'est la salade composée, et ça marche assez bien. Voilà. On a beaucoup de choses différentes qui essayent de jouer sur cette carte-là, et qui vont jouer sur le côté très futuriste, alors ça peut pas être crétin, mais futuriste de la SF, dans le sens où on va jouer sur les leviers propres à la SF en tant que tel. Et c'est ce que va faire avec brio un jeu comme ma dernière proposition, et qui va essayer de se présenter un peu comme une conclusion à tout ça, qui est Soma, qui est un jeu qui a été réalisé par un studio qui s'appelle Frictional Games, qui est un studio,
je ne sais plus s'ils sont suédois ou danois, mais par là-haut, et qui est un studio qui est connu pour une série qui s'appelle Amnesia, et qui est une série qui a lancé entre guillemets la mode des jeux d'horreur à la première personne, donc où vraiment votre regard c'est celui du personnage que vous jouez, et qui a lancé également la mode de... Et c'est la chose spécifique, c'est qu'il voulait s'interroger à la relation que l'on a au monstre. Et dans Amnesia, quand on est confronté à un monstre directement, notre perception se trouble, notre vue se trouble. On a dans le récit du jeu l'idée que notre folie augmente, et plus on est confronté au monstre, moins on arrive à comprendre ce que l'on doit faire parce que l'image se brouille complètement. Et du coup, cette idée-là, elle participe à cette sensation de frayeur, parce que plus on rencontre de monstres, moins on arrive à leur échapper, parce que, bien évidemment, déjà courir dans un couloir sombre, éclairé juste avec un petit briquet ou une lampe à huile, c'est déjà pas gagné, mais si en plus votre vue se brouille parce que vous avez trop peur, forcément vous êtes complètement perdu. Et cette idée-là, ils vont l'appliquer à un univers de science-fiction, et ils ne vont plus jouer sur simplement des ondes, des vagues, l'image qui devient rouge, qui était le cas dans Amnesia. Ils vont jouer sur le glitch, donc sur l'erreur informatique, sur en tout cas la retranscription visuelle d'une erreur informatique. Et ça va amener énormément au jeu, et ça va jouer justement d'un ressort qui va permettre de créer de l'organique dans le numérique, qui est plus ou moins la forme la plus, pour le dire très vite, mais la forme la plus éthérée du robot, quoi. C'est l'intelligence artificielle. Et donc, pour vous parler un tout petit peu de ce jeu, Soma, c'est un jeu c'est un jeu à ne pas spoiler, parce que vraiment, je m'intéresse rarement au scénario de jeux vidéo, mais bizarrement, mais là, pour le coup, le scénario est vraiment très très malin. Et en tout cas, ce que l'on découvre très vite dans le premier quart d'heure de jeu, c'est qu'on joue un personnage, on est au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, on joue un personnage qui a des soucis suite à un accident de voiture, et qui doit aller voir un neurologue qui lui a dit attendez, je vais vous faire passer un examen qui va vraiment bien vous rétablir. Et on va passer cet examen, on va dans le cabinet du neurologue, déjà qui a l'air un peu étrange, moi j'y serais pas allé à sa place, mais bon, on y va, et on s'installe sur une machine, et là, fondu au noir, on se réveille, on est dans une sorte d'installation futuriste complètement déglinguée et rouillée, et très vite on va comprendre qu'on est arrivé plusieurs siècles plus tard au fond de l'océan. Donc on se dit qu'il y a un petit souci et on va enquêter, et le but du jeu c'est d'enquêter et de comprendre comment on est arrivé là et comment on va s'en sortir, et on se rend compte qu'on est dans une base scientifique au fond de l'océan, dans un futur assez lointain, et que la grande majorité des mécaniques, en tout cas narratifs, vont être mises en place, ont à voir avec la cybernétique, l'idée du corps télégraphié, donc c'est-à-dire presque l'idée de pouvoir conserver la pensée, de la déplacer d'un corps à un autre, en tout cas d'un lieu à un autre, et donc des thématiques qui ont à voir plus avec la cybernétique, avec la robotique, mais qui recoupent aussi le problème dans ce jeu-là, les corps qui sont réceptacles pour l'esprit, ce sont des robots, ce ne sont pas d'autres corps humains. Et donc on va se retrouver à habiter différents corps comme ça, différents robots, et on a tout ce basculement qui est à la fois géographique, corporel et temporel, qui est mis en place dans le jeu, et qui va amener, donc comme je vous le disais, à être confronté à la situation où on va croiser d'autres êtres qui ont subi des transformations qui pourraient être semblables à la nôtre, mais qui auraient mal tourné. Et ces êtres vont avoir pour particularité, vu qu'on est un corps robotique, de créer des interférences dans ce que l'on perçoit. Et c'est là où ça devient marrant, c'est que, enfin, si on veut, c'est que quand on est confronté à ces monstres, exactement comme dans Amnesia, plus ils vont être proches de nous, moins l'image va être compréhensible, plus l'image va glitcher. Alors c'était la boucle qu'on était censé avoir là et qui ne s'est pas relancée, donc je vais vous la relancer. Hop, là, ça devrait marcher. Vous voyez, là, on essaye d'échapper à une créature qui nous poursuit, et vous voyez que plus elle approche, moins on comprend ce qui se passe devant nous. Et c'est un peu bref, mais non, ça aurait dû tourner en boucle. J'ai raté quelque chose. Voilà, on a l'idée bizarrement d'un jeu qui pour moi arrive à interroger vraiment comment faire peur et comment aller vers quelque chose de dérangeant avec le numérique, tout en travaillant la thématique de la dématérialisation du corps. Donc tout l'inverse de ce que je vous expliquais au début sur la présence du corps vraiment monstrueux. On a un jeu qui va vraiment amener... Là, le problème, c'est qu'il y a une grande partie de l'intérêt de cette démarche qui repose sur le scénario même du jeu. Mais en tout cas, on a vraiment un trouble par rapport au corps qui est présenté, qui est utilisé vraiment comme ressort narratif essentiel et comme ressort iconographique, parce que on va avoir tout un travail autour du corps qui bascule du corps humain au corps machine, qui va toucher
là, il y a une vraie réussite au niveau iconographique qui va toucher à la tératologie. C'est-à-dire qu'il ne nous propose pas des Terminator, il ne nous propose pas des Robocop. On est loin de Megaman que je vous ai présenté, on est face à des corps qui sont presque des tentatives ratées de glisser de l'humain au robot, et qui vont du coup présenter des aspects vraiment très organique, avec des câbles qui ressemblent plus à des viscères qu'à des câbles, avec un liquide qui s'appelle, alors je me rappelle plus, le nom m'échappe là ici, la substance, bon c'est pas très grave, un liquide qui est censé être le liquide qui permet justement d'opérer ce transfert, qui s'épanche des corps, qui est un liquide noirâtre, gluant, ben voilà, c'est quelque chose d'assez répugnant. Et là où c'est très très malin, c'est vu que ça se passe sous l'océan, au niveau de l'iconographie, tout ce qui va être protubérance, orifice, etc. sur ces corps, va s'inspirer de tout ce qu'on va trouver au fond de l'océan, et notamment des balanes, vous savez, ces petits coquillages qu'on trouve sur les coques des bateaux, et on va avoir quelque chose qui va ressembler plus à une pustule qu'à un port USB. Et forcément, on est sur quelque chose qui est très cronenbergien, donc on est plus dans une horreur matérialiste pour le coup, alors qu'on nous parle de dématérialisation. Donc c'est là où ça devient très très intelligent au niveau de la mise en scène, avec ce glitch qui va amener à l'image numérique, qui est dans un sens ce qu'on pourrait imaginer plus froid comme type d'image, on est loin de la peinture à l'huile avec ses réaux et cette matière qui a une densité, et bien justement ça va amener de la matière et de la densité dans l'image numérique, et finalement c'est l'image qui devient complètement vivante et qui réagit en plus. On est dans du jeu vidéo, donc il y a l'interaction, il y a la réaction, et qui va réagir selon la distance qu'on va réussir à trouver par rapport au monstre qui nous pourchasse. Donc il y en a vraiment quelque chose qui va construire bizarrement le jeu autour, qui va réussir à nous faire ressentir la réalité mécanique des corps artificiels en nous les rendant complètement défaillants. Et je parlais de ça tout à l'heure, c'est un des rares exemples de jeux qui exploite complètement l'idée d'un corps robotique qui soit défaillant, qui perd de l'huile, quoi, littéralement, et au lieu d'être un robot chromé qui, même s'il a des états d'âme en disant « mais mon Dieu, je ne voulais pas être une machine », va être quand même hyper performant. Là, ils sont tous déglingués, il n'y en a aucun qui fonctionne bien. Quand on croise des robots qui sont encore... c'est là toute la question des êtres humains ou des robots, on ne sait pas. Ils ont une apparence qui évoque les corps tératologiques, avec des gonflements, des manquements, des choses qui s'en épanchent, des choses qui sont clairement non viables d'un point de vue de la vie, quoi, littéralement, et qui ont cet aspect répugnant, qui perd des liquides, etc. Et on a vraiment à chaque fois une sensation de mal-être qui va se jouer sur un double registre, à la fois iconographique avec ses corps déformés, et moral, parce qu'il y a tout le discours que vont tenir, et là ses propres scénarios, ces personnages que l'on va rencontrer, ces robots, ces machines, sur le fait que parfois certains pensent avoir réussi leur migration alors qu'ils sont complètement affaissés au bout d'un couloir et qu'ils ne peuvent plus bouger depuis des années, d'autres veulent absolument aboutir, d'autres regrettent d'avoir tenté cette migration. Voilà. Il y a tout un échange qui se fait avec les personnages où on a un conflit aussi moral qui est mis en place dans l'histoire du jeu. Et voilà, encore une fois, c'est un jeu qui brille par rapport à l'idée de nous rendre présent un corps en nous montrant comment il essaye de devenir le plus immatériel possible. Hein, hop, et hop. Petite parenthèse, un autre jeu paru un peu plus tard va exploiter aussi cette piste-là en utilisant du prétexte du récit cyberpunk. C'est Observer du studio polonais Bloober Team, qui est un studio spécialisé dans le jeu d'horreur depuis quelques années maintenant, et qui lui aussi réussit, alors en prenant d'autres prétextes, d'autres manières, mais là on est sur un jeu d'enquête, on va pouvoir se brancher, parce que tout le monde est augmenté, et on peut se brancher, on va enquêter sur des crimes, on peut se brancher sur les corps des personnes qui ont été tuées, et on va pouvoir aller dans leurs souvenirs, sauf que comme ils sont morts et dans des morts violentes, eh bien leurs souvenirs sont complètement altérés, et ça va se manifester par des reconstitutions numériques complètement détruite, et c'est un jeu qui va aussi très intelligemment utiliser de l'idée même du numérique et du glitch et la défaillance dans le jeu. Ils emploient le terme digital decay, donc déconstruction, dégradation numérique des souvenirs, pour nous plonger dans des situations hyper perturbantes, parce que tout ce qui est la base dans un jeu vidéo, surtout à l'heure actuelle où on a des machines qui nous permettent d'avoir des graphismes incroyables, d'avoir une image impeccable en 4K, en HDR, en tout ce que vous voulez, eh bien eux ils vont complètement flinguer leur image pour nous amener vers ce genre de représentation où on a l'impression d'être dans la 3D des années 90. Et justement, ils vont nous faire pied complètement par rapport à ce qu'on voit en jouant là-dessus, et ils arrivent à créer de la peur sur le fait qu'on ne sait plus face à quel type d'image on se trouve. Donc encore une fois, il y a un jeu sur, je dirais pas sur le corps, même s'ils jouent aussi sur des monstres avec des câbles, etc., mais c'est une partie mineure du jeu. Ils vont jouer sur le fait que l'intérieur du corps
en tout cas le siège de la pensée, va complètement se déliter, va se déconstruire, et ils vont nous montrer ça en image et nous le faire expérimenter directement. Donc pour le coup, c'est un jeu qui est extrêmement brillant là-dessus, et qui, voilà, c'est aussi, tous les jeux dont je vous ai parlé, je vous les recommande vivement si vous êtes intéressé par ce genre-là. Et voilà, là on est sur un jeu qui n'est pas forcément un jeu très grand public, qui est connu mais pas spécialement, et qui pourtant, pour moi, est... À l'heure actuelle, avec Soma, c'est les deux seuls jeux, et celui-ci encore plus, qui ont réussi à comprendre comment faire peur avec du numérique. Et pas simplement en faisant... voilà. Il y a d'autres, encore une fois, d'autres exceptions, mais ceux-là sont vraiment extrêmement brillants dans leur démonstration. J'arrive donc sur ma petite conclusion, où je vais pouvoir vous laisser respirer après ça, où ce qui est intéressant, enfin, à mon avis, sur cette question de peut-on faire peur avec des robots, parce que j'ai dérivé, je suis parti des robots, j'ai terminé sur les IA et sur les corps dématérialisés, donc dans un sens je me suis éloigné des robots, mais je suis resté dans l'esprit des machines, hein. C'est que certes les robots peuvent faire peur, encore une fois, Terminator nous poursuit, voilà, on va pas être très très à l'aise, mais on va être dans le registre de la peur qui est lié à la mise en scène. C'est-à-dire qu'on va être dans un registre qui est presque plus cinématographique ou théâtral, on fait surgir quelque chose et on crée une situation où on va se sentir en difficulté parce qu'on est poursuivi par une créature qui est surpuissante par rapport à nous. C'est un des pans des jeux d'horreur, mais c'est simplement un des pans. Et c'est pas pour rien que, par exemple, Terminator, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de jeux d'horreur Terminator. Il y a eu des jeux d'action Terminator. La même chose pour Robocop. La même chose sur beaucoup de franchises issues du cinéma. Qui vont s'illustrer, et la plupart des robots, vous les retrouverez d'une manière ou d'une autre. J'ai cité plein de styles différents, mais la grande majorité reste dans des jeux d'horreur. Pardon, excusez-moi, j'aimerais bien ça, mais dans des jeux d'action. Finalement, pour pouvoir obtenir de l'horreur, il va falloir aller plus, eh bien, comme sur les corps humains, sur la matérialité du robot. Il va falloir aller mettre les doigts dans le cambouis, dans le silicium, et voir ce qui compose véritablement un robot, et passer au-delà des chromes et au-delà des boulons, et voir un peu tout ce qui pourrait, mais comme dans le corps monstrueux humain, partir en vrille et se déliter et être dans un mauvais état, parce que ce qui va générer vraiment du dégoût, qui est un des vecteurs essentiels de l'horreur en jeu vidéo, au-delà de la mise en scène de la peur, c'est tout ce qui ne va pas, et pas tout ce qui fonctionne. Et tant qu'on essaie de faire un jeu avec des robots qui sont en parfait état, quand bien même on met un peu de rouille dessus, bon, on va être dans un jeu qui va pouvoir provoquer de la peur par le biais de la mise en scène, mais pas du dégoût, donc pas de l'horreur à proprement parler. Et donc il va falloir accepter, pour faire de l'horreur avec des robots, de montrer des robots défaillants comme dans Soma, des robots qui se liquéfient. Mais ce qui est finalement fondamentalement intéressant, c'est que pour moi il n'y a pas d'antinomie définitive. C'est pas quelque chose qui ne peut pas cohabiter, parce que on est sur un mode finalement d'apparition, sur un mode de présentation qui est assez proche. Le robot, le jeu vidéo, on est sur quelque chose qui est lié à la technologie, qui est lié à un certain nombre de choses qui vont aux IA, voilà, un certain nombre de choses qui sont comme il y a un vocabulaire commun. Donc je pense qu'il y a quelque chose simplement à construire, là c'est des problématiques qui s'adressent aux game designers, hein, mais il y a quelque chose à construire autour de cette iconographie-là qui peut se faire, c'est pas rédhibitoire, on n'est pas arrêté, genre les robots ne permettront jamais de faire de l'horreur, mais en tout cas il y a quelque chose à explorer, à mon avis, qui n'a pas encore été fait d'un point de vue du game design. Voilà, je sais, j'ai aucune idée du temps que j'ai pris pour vous dire tout ça. Je ne sais pas où on en est, ça se trouve, ça fait 2 heures qu'on est là. 6h20, c'est parfait. Ah, impeccable. Bon, formidable. Merci beaucoup. Donc j'imagine qu'un micro va tourner. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je suis prêt à prendre les questions. Ranger mon bazar pour ce moment. Merci encore pour votre présentation passionnante. Je ne suis pas du tout spécialiste de jeux vidéo. Je n'ai jamais vraiment joué à un jeu vidéo, mais mon fils est un passionné. Et j'ai découvert en préparant, demain je fais une présentation des robots dans l'Antiquité, j'ai découvert un jeu qui s'appelle le principe Talos, The Talos Principle. Et j'avoue que moi qui n'y connais rien, ça m'a scotché, comme on dit. J'ai cherché, j'ai même écouté des gens passionnés qui présentaient ce jeu, et qui est vraiment très différent de ce que vous nous avez présenté là, puisqu'on n'est plus du tout dans l'horreur là, mais on est dans la réflexion philosophique finalement. Complètement, oui.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y avez joué? Oui, j'imagine. Alors non, je n'y ai pas joué, mais je le connais, je vois tout à fait quel jeu c'est. Et effectivement, là, c'est un jeu de, on va dire, de puzzle, de réflexion. Oui, d'énigme, oui, c'est ça. D'énigme, exactement, et qui va faire appel à la figure du robot. Vraiment, on est sur un robot humanoïde, voilà, mais alors justement, qui dans cette représentation de la perfection du robot est presque éthérée, tellement sa mécanique est parfaite. Et qui va être confronté, là c'est la problématique dans Talos Principle, c'est plutôt, l'idée c'est plutôt de faire réfléchir au lien du robot à l'intellect et à son rapport à son créateur. Et si j'ai bien compris de ce que j'ai lu sur ce jeu, il y a vraiment ce fil rouge qui est là. Alors, dans un sens, au niveau iconographique, on n'est clairement pas dans l'horreur. Ah non, pas du tout. Ce que j'ai vu, enfin, je n'ai vu que des exemples. Et si j'ai bien compris, donc le joueur se projette dans un robot. Il est lui-même l'intelligence artificielle. Et juste, j'ai noté d'un spécialiste, ça doit être dans Game Cult, quelque chose comme ça. L'humour et le désespoir se côtoient sans jamais se marcher sur les pieds, avec des accents que ne renieraient pas Asimov ou Bradbury. Justement, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on n'est pas du tout sur l'iconographie monstrueuse. Par contre, là où ça peut toucher à l'horreur, c'est que c'est quelque chose, et c'est un peu là où ce jeu peut rejoindre Soma, c'est qu'on est sur presque une horreur existentielle. C'est-à-dire qu'on est plongé dans la réflexion d'un robot sur qui suis-je vivant, c'est ça. Voilà, et donc toutes les problématiques un peu fantasmées autour de l'IA et de la singularité, et est-ce que ces questions-là se poseraient ou non et, pour un robot. Et effectivement, là on touche à un autre pan qui est aussi intéressant et qui est vraiment une horreur existentielle en comparaison avec moi, ce que j'ai pu présenter, qui est plus de l'ordre de l'horreur matérialiste. Mais effectivement, oui, ça se rejoint d'une certaine manière. Et là, pour le coup, justement, c'est le côté complètement éthéré du robot, complètement pure mécanique parfaite, qui va potentiellement créer un trouble, parce que comment ça se fait que cette mécanique marche aussi bien, et comment ça se fait qu'en plus, parce qu'on est dans un jeu de puzzle, et on triche un peu, parce qu'en réalité, c'est pas le robot qui est intelligent, c'est le joueur ou la joueuse qui est derrière son clavier, mais en tout cas, on est face au questionnement de comment est-ce possible que ce robot puisse penser, et s'il pense, quelles sont les implications. Oui, voilà, ça m'a fait penser au film Her de Spike Jonze, oui, tout à fait. Toute cette réflexion autour de l'empathie, quoi, avec la machine. Ça, ouais. Bon, ça c'est passionnant. Merci encore. Oui, bonjour. Moi j'ai joué à un jeu dernièrement qui s'appelle Shadow of the Colossus. Je sais pas si vous voyez. Tout à fait. Et où, pour faire le pitch vite fait, on incarne un personnage qui veut sauver sa sœur qui est morte et qui va devoir détruire des entités mécaniques, semi-mécaniques, semi un peu bio, enfin on sait pas trop, pour une divinité. Et dans ce jeu, moi j'ai été frappé par l'idée de moralité, de s'attaquer à des créatures qui ne souffrent, elles manifestent pas de souffrance, mais en tout cas elles sont pacifistes, ou en tout cas elles sont pas forcément elles n'ont pas de vocation, en tout cas méchante. C'est pas des méchants, c'est pas des personnes qui vont venir vous attaquer dans le jeu. Et et c'est un jeu qui questionne la moralité et justement le fait d'aller taper sur des trucs un peu qui questionnent aussi finalement le jeu vidéo. Et moi j'ai trouvé ça intéressant par rapport en tout cas à la figure de la créature robotique, qui est d'ailleurs qui sont des colosses, qui sont des gigantesques créatures, par rapport aussi à l'horreur, mais qui renvoie au propre joueur de ce qu'il fait en fait dans son action. Donc je ne sais pas si vous avez joué à ce jeu, mais est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Tout à fait, j'ai eu l'occasion d'y jouer. Et c'est vrai que là, c'est un jeu qui renvoie plus à l'idée d'horreur morale. C'est-à-dire que c'est encore une autre dimension qui est beaucoup moins exploitée, en tout cas du point de vue des joueurs. On a souvent des méchants qui sont monstrueux, qui sont des sociopathes, qui sont tout ce qu'on veut, mais on nous met rarement dans la situation de nous demander est-ce que ce que je fais, je devrais le faire, est-ce que ce que je fais, c'est moral. Et effectivement, dans Shadow of the Colossus, le fait d'abattre ces créatures qui n'ont rien demandé à personne, on va finir par se rendre compte que, sans spoiler le jeu, en fait ce qu'on fait c'est littéralement d'agresser des créatures qui n'ont rien demandé à personne, qui sont pacifiques et qui simplement parce qu'elles
montres d'une altérité vraiment extrême parce qu'elles sont colossales, parce qu'elles sont semi-mécaniques, parce qu'elles sont à moitié fourrure, à moitié pierre, à moitié... On dirait vraiment l'idée de... C'est entre le golem et les... Ben justement, on parlait de Talos tout à l'heure, mais c'est les créatures de Dédale. Voilà. On est sur ce genre de choses et on dit, ben voilà, c'est juste un tas de machins, quel qu'il soit, qu'il faut que j'abatte. Et le jeu, par une mise en scène qui est plutôt très fine, arrive à nous confronter à ça, du point de vue moral. Est-ce que ce qu'on fait, on devrait le faire? Et finalement, c'est une question qu'on se pose jamais dans les jeux vidéo. Je parlais de jeux d'action, ben voilà, des robots, des zombies, des aliens, on les moissonne par centaines. On se pose pas la question de savoir si c'est moral ou pas. Et justement, le jeu joue très très bien sur les codes du monstrueux en déplaçant les curseurs et en nous montrant presque une évidence. Ces créatures, c'est dans le titre, Colossus, sont des colosses, sont donc des monstres. Mais finalement, la vraie mise en question, c'est est-ce que nous-mêmes ne sommes pas monstrueux en nous prenant à eux? Donc effectivement, il y a une dimension de l'horreur qui est encore autre. Parce que moi, pour le coup, oui, j'insiste beaucoup parce que le terrain qui m'intéresse en tant que chercheur, c'est l'iconographie. Donc vraiment la représentation. Et ce qui est le plus évident, entre guillemets, à travailler, en tout cas ce qui moi m'intéressait, c'est vraiment une iconographie qui touche au monstrueux d'un point de vue de la forme. Et sauf que dans Shadow of the Colossus, même si on joue sur les formes des colosses pour nous montrer qu'ils sont monstrueux, finalement la problématique du monstrueux, elle touche vraiment beaucoup plus la moralité et qui est pour le coup moins mon domaine de recherche. Mais ça reste tout à fait pertinent. Ouais. On prend une autre question peut-être? J'avais une question sur la technologie des jeux vidéo. Donc, comme on peut le voir derrière nous, je pense qu'aujourd'hui on sait à peu près tout faire, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 30 ans. Et à quel point ça peut influer sur la création, la narration, ce qu'on ne peut pas faire, comment on fait? J'ai envie de dire que sur la création et la narration, ça influe pas tant que ça, dans la mesure où raconter des histoires, on peut le faire avec un crayon et du papier, et on peut le faire très bien. Donc, par contre, il y a des manières de le faire en jouant sur l'interactivité, mais ça finalement on sait le faire depuis longtemps. Là où ça joue beaucoup, c'est la manière dont on va le mettre en image, et la manière dont on va pouvoir créer des mondes qui seront plausibles, même si, encore une fois, on peut le faire avec un crayon et du papier. Mais c'est plutôt je parlais d'horreur, dans la relation qu'on peut avoir avec les images qui vont nous être montrées. Je pense que même si des joueurs, des joueuses ont pu être pris aux tripes avec des jeux des années 90, des jeux d'horreur des années 90, je pense que bien évidemment la relation qu'on va avoir aux images qu'on nous montre maintenant va être beaucoup plus puissante, même si ça ouvre encore plein d'autres questionnements. Du coup, on va chercher à écrire les histoires différemment, dans le sens où la confrontation avec les monstres, qui était déjà un élément essentiel du jeu d'horreur, elle va revêtir un sens complètement différent. Je parlais d'Alien Isolation, c'est un jeu qui n'aurait pas eu la même force il y a 30 ans. Parce que justement, la manière de mettre en scène, de rendre plausible la station spatiale, de rendre plausible cette créature, la manière dont l'intelligence artificielle a pu être programmée, ce qui n'aurait pas du tout pu être possible il y a 30 ans, va rendre possible des situations de jeu qui étaient impossibles. Parmi les grands pionniers, les grands anciens du jeu vidéo d'horreur, il y a un jeu japonais qui s'appelle Nostromo, donc la référence à Alien est complètement présente, où on va incarner, c'est Alien Isolation, même principe, on va incarner un personnage qui doit se déplacer dans une navette et fuir des aliens. Bon, alors eux c'est Alien au sens très large du terme, mais ça revient au même. Bon, sauf que les aliens, quand vous les voyez, c'est un jeu, j'ai plus la date, mais ça va peut-être 84, vous avez une sorte d'écran vert avec des gros pavés de pixels qui font les bords de chaque pièce, et le monstre qui vous pourchasse, c'est une sorte d'arrobase. Bon, en termes d'efficacité, de radicalité et d'horreur, on est quand même très très loin de l'effet que peut produire Alien Isolation, qui utilise vraiment, sur les technologies, c'est un jeu de 2014, toutes les technologies de son époque au maximum, avec un rendu visuel qui est époustouflant d'un point de vue design visuel. Si on est fan de l'Alien de Scott, c'est un délice, parce que tout est reconstitué de manière incroyable, on peut explorer tout cet univers-là, et en termes de programmation, l'IA est redoutable, et en termes de sound design, il y a une spatialisation 3D du son qui est prodigieuse, où quand on joue à ce jeu au casque, on peut savoir véritablement où se trouve l'alien autour de nous, simplement au son. Parce que, bien évidemment, comme tout bon alien, il passe dans les faux plafonds et dans les bouches d'aération et nous pourchasse de cette manière-là. Et donc là, pour le coup, ça a permis pas forcément de raconter une histoire. L'histoire aurait pu être racontée, mais par contre, la mise en situation qu'on va expérimenter en tant que joueur, et c'est finalement le propre du jeu vidéo, ça n'aurait pas pu être fait avant de cette manière-là, clairement. Là, pour le coup, ouais, la technologie a une importance énorme. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question.
Es-tu satisfait? Pleinement. Oh, formidable. Merci. Bonjour. Et merci pour cette conférence, j'ai appris plein de choses. Moi, ça m'a fait tout de suite penser à la vallée des rangeants, justement. Vous parliez du fait que les zombies, on leur enlève des choses comparé aux êtres cybernétiques, on leur ajoute des choses. Est-ce qu'il n'y a pas justement des jeux qui prennent le parti inverse, c'est-à-dire en fait de faire des zombies tellement parfaits qu'en fait ils en deviennent dérangeants, parce qu'en fait la vallée des rangeants c'est plus adapté sur tout ce qui est Android. En fait. Est-ce qu'il y a des exemples de jeux qui prennent ce parti pris inverse et qui tendent plus vers ce concept-là? Alors, ça dépend ce qu'on entend ça dépend de l'aspect même des zombies, c'est-à-dire que le côté est... Ça irait presque vers l'idée de réalisme, de photoréalisme extrême. Et on arrive sur des jeux, si on prend une production récente comme The Last of Us Part 2, on a un rendu sur... C'est pas des zombies, c'est des infectés, mais bon, voilà, on est dans le même domaine. On a un rendu qui est absolument prodigieux au niveau visuel. Et je pense pas que... Enfin, je sais pas, c'est une question que je me suis jamais posée, donc là j'improvise, mais je pense pas qu'on touche aux mêmes problématiques que la vallée dérangeante. Parce qu'il y a vraiment une notion, au contraire, d'altérité extrême qui est immédiate. C'est-à-dire qu'on a des sortes d'infectés avec des champignons sur la tête, voilà. Le rendu est hyper réaliste dans le sens où vraiment on est très très fin, alors on voit les textures des champignons, etc. C'est vraiment, pour le coup, c'est remarquable. On est vraiment dans le très haut du panier des productions actuelles au niveau visuel. Voilà, c'est vraiment ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Mais justement, on va avoir plutôt cette sensation de dégoût et de distance qui va être, ça va être immédiat. Alors que l'idée de la vallée dérangeante, c'est pas un concept que je maîtrise à 100%, mais l'idée c'est que la ressemblance avec nous va être telle qu'on va voir le moindre petit défaut et qui va rendre la chose extrêmement étrange. Donc on a tous les visions des androïdes, les gynoïdes les plus qui existent à l'heure actuelle, et qu'on essaie de nous vendre comme étant le top du robot, et où on se dit tous mais c'est extrêmement chelou, voilà, on est vraiment là-dedans. Tandis que là, avec des représentations monstrueuses, que ce soit des zombies, quel que soit le type de zombie, on va tout de suite être face à quelque chose qui va nous dire ok, alors c'est toute la thématique du zombie, j'ai été comme toi avant mais je ne le suis plus. Je suis ce que tu deviendras parce que je suis un corps putride, ce que tu es forcément amené à être, mais en même temps ça nous envoie le message de manière tellement frontale qu'il n'y a pas l'idée de... Enfin, avec le zombie, l'idée j'arrive plus à trouver mon mot, mais en tout cas de proximité, voilà, qu'on peut avoir et qui est le propre de la vallée dérangeante, proximité mais légèrement décalée, on l'a dans un contre-coup. Quand on y réfléchit, quand c'est intellectualisé, quand le zombie, on se dit oui, mais d'accord, c'est un cadavre ambulant, ça nous renvoie, c'est les Memento Mori, c'est les danses macabres médiévales, c'est les mêmes thématiques qui sont là, c'est attention, je suis ce que tu vas être. Mais c'est intellectualisé, c'est dans un deuxième temps, quand on en croise indirectement, enfin en tout cas dans un jeu vidéo, ça nous renvoie plutôt à l'idée de cette chose est extrêmement différente et il faut que je m'en éloigne. Donc je pense que les phénomènes sont peut-être, il y a peut-être des similarités et des points de frottement, mais on est quand même sur un effet, malgré le très très grand réalisme de ces jeux, on est quand même dans quelque chose qui va être assez distant. Alors, en tout cas, voilà, c'est l'impression que ça me laisse. Est-ce qu'on n'est pas plutôt sur... Il y a un petit bouquin sur le sujet des zombies qui est très intéressant, très jouissif, qui doit avoir un peu moins de 10 ans, de Maxime Coulon sur la petite philosophie du zombie. Et c'est pas la vallée dérangeante, ou c'est plutôt sur ce que Freud appelait l'étrange familiarité. Enfin, il y a eu beaucoup de traductions d'ailleurs. Il n'y a pas eu de consensus vraiment sur cette traduction de l'allemand. Mais est-ce qu'on n'est pas plutôt sur ces gens qui ont une trajectoire qui devrait être plutôt attendue, c'est-à-dire qui nous ressemble, et on s'aperçoit que là, un peu comme dans la mécanique du rire, quelqu'un qui chute, normalement, intellectuellement, on s'attend à une trajectoire particulière, sauf qu'ils vont choir, et donc c'est cette différence qui fait que ça devient comique, et avec le zombie, justement, c'est ce petit décalage qui fait que, ça nous inspire plutôt l'horreur. Donc, oui. Clairement, oui, c'est des mécaniques connexes dans leur fonctionnement en fait. C'est en cela que je faisais le rapprochement et en même temps que je mettais de distance par rapport à ça.
c'est connexe, on est sur le genre de mécanique qui joue sur le petit détail et sur le renvoi à autre chose que ce que les choses... Puis l'effet de miroir, en fait. La vallée dérangeante, ça renvoie aussi au fait que ça nous renvoie à notre propre humanité et au fait que cette chose-là, elle est dans la mimésis, dans l'imitation de notre humanité, sans arriver à l'atteindre. Et de la même manière, le zombie est dans l'imitation du vivant et avec quelque chose qui est dérangeant parce que c'est un oxymore, c'est un cadavre ambulant, ce qui techniquement ne doit pas marcher. Et ça nous renvoie à cette idée-là, au-delà de l'aspect abjection, etc., du cadavre en tant que tel, il y a cette problématique qui est marquée en anglais, hein, undead, c'est non-mort, déjà en soi, c'est quelque chose qui est impossible à résoudre. Et effectivement, ouais, le zombie nous renvoie à l'inquiétante étrangeté dans ce sens-là, où on est sur quelque chose qui doit nous renvoyer une certaine familiarité, mais à laquelle on n'arrive pas à accéder parce qu'on est sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et effectivement, oui. Mais là où, voilà, encore une fois, le point commun est sur la proximité des mécanismes en fait, intellectuels, effectivement. Très bien. Alors, je vais jouer les oiseaux de mauvais augure. On va devoir terminer cette conférence. On va remercier à Claudia Guillaume Bachelier. Je vous invite à suivre notamment sur son Twitter qui est affiché à l'écran. Donc à faire. C'est vrai. Malin. De même, si vous aimez les jeux vidéo et les robots, je vous invite à la nuit des bibliothèques qui se poursuit justement un petit peu plus haut avec plusieurs studios qui sont des studios bordelais comme Black Flag, Novabox, Manufacture 43, Xenobit et Ukiok, qui vous proposent de découvrir leurs jeux. Il y a même les créateurs de ces jeux qui sont présents, donc vous pourrez discuter avec eux. Donc un moyen de plonger. Et demain, on continue avec plusieurs conférences. On parlera notamment de Mecha, une autre manière d'envisager le robot dans l'imaginaire. Et on travaillera aussi sur la figure, notamment qu'on a parlé tout à l'heure des automates et des robots en tant que figure ancienne de la science-fiction. Je le dis comme ça, je trahis peut-être un peu le propos de la conférence, mais on l'abordera demain. Voilà, et sinon je vous souhaite de beaux rêves et une bonne soirée. Merci.